de 1970, il y a une montée de la température tout à fait continue et claire, et la montée, comment dire, moyenne, la montée de la température moyenne actuellement est de plus 0,85 degrés. Quelque chose qui ne semble pas énorme, mais on verra les conséquences que ça peut avoir quand même. Maintenant, les prévisions qui sont faites par les climatologues sur la température moyenne, ici ça va jusqu'à 2100, je ne vais pas décrire en détail, si vous voulez, ces cartes. Simplement, voilà deux cas de figure. Le premier, à gauche, on contrôle relativement bien nos émissions de gaz à effet de serre. À droite, on ne contrôle pas, on continue comme maintenant. Bon, les couleurs, c'est d'autant plus rouge que le réchauffement est important. Malgré tout, je ne veux pas détailler ça, mais insister sur un point. Vous voyez que la couleur n'est pas la même partout. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de température moyenne, mais l'évolution de la température va varier de façon importante entre différents points. Par exemple, alors que je ne me trompe pas, si on regarde à gauche, vous voyez déjà que, d'une manière générale, les terres sont plus rouges que les océans. Et en particulier, la partie nord de l'hémisphère nord voit un accroissement de température important. Cela se manifeste à gauche, mais également à droite. Vous voyez que les océans sont largement moins chauds que les terres, et vous voyez que la partie nord, je dirais, de l'hémisphère nord va, comment dire, se réchauffer considérablement jusqu'à des températures là qui sont d'environ plus 10 degrés, si vous voulez. Donc ça va devenir tout à fait considérable. Voilà une autre illustration. Je ne détaille pas, hein, parce que tout ça, vous en entendez parler certainement dans les journaux, vous pouvez lire des choses et tout ça, mais c'est pour attirer un peu votre attention là-dessus. Un autre point extrêmement important, c'est l'élévation du niveau des mers. Jusqu'à 1900 à peu près, le niveau des mers était relativement stable, et puis il s'est mis à s'élever, il s'élève progressivement, et vous voyez que la partie droite, au bout à droite, je dirais, de cette échelle, ici, mais vous voyez que suivant les émissions de gaz à effet de serre, on aboutit à des élévations du niveau des mers qui seront différentes. Mais dans le cas, on va dire, ce qu'on appelle le scénario business as usual, c'est-à-dire qu'on continue comme si rien n'était, on atteindra une augmentation d'environ 1 mètre. Vous voyez, 1 mètre, voilà, ça va monter d'1 mètre à peu près. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. À quoi est due cette élévation du niveau de la mer? Elle est due à deux facteurs. Le premier, c'est la dilatation de l'eau. En fait, quand on dit que la température augmente, on pense souvent à la température de l'air, mais aussi à la température de l'eau qui progressivement s'équilibre lentement, mais tout doucement avec l'air. L'eau se réchauffe, elle se dilate, comme la plupart des corps se dilatent, et elle ne peut pas s'étendre latéralement, donc elle monte, si vous voulez. C'est une des origines de l'élévation du niveau des océans. Deuxième origine, c'est la fonte des glaciers. La fonte des glaciers apporte de l'eau, et cette eau, évidemment, va contribuer à l'élévation du niveau des océans. Ça, c'est loin d'être négligeable, si vous voulez. La fonte des glaciers, disons que chacun des facteurs, là, on va dire, c'est à peu près moitié-moitié. En fait, c'est peut-être un peu plus pour la fonte des glaciers. Et ça, évidemment, ça va varier considérablement, et c'est un phénomène extrêmement lent. J'y reviendrai un peu après la lenteur de ces phénomènes. Bon, une autre illustration, je vous disais qu'on émet des gaz à effet de serre. Parmi ceux-ci, le plus important en termes d'effet, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Bon, s'il y a des chimistes, hein, je dis CO2, hein, dioxyde de carbone, comment on appelle ça aussi? Gaz carbonique, oui. C'est le gaz à effet de serre le plus important d'origine anthropique, c'est-à-dire qui est émis par les hommes. Et vous voyez ici
l'évolution annuelle en milliards de tonnes de CO2 par an. Alors vous voyez, bon, ça montre par exemple que les déforestations, elles contribuent pas mal, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose qui peut surprendre, si vous voulez. Quand vous prenez l'année de 1880, en 1880, la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre provenaient des déforestations. Les déforestations ont continué, elles ont augmenté pas mal à certains moments, mais elles sont revenues à un certain niveau qui est grave, je dirais, mais qui est loin d'être dominant. Par contre, vous voyez la prise, la montée de la contribution du charbon. Vous voyez qu'elle a démarré vers les années 1900, celle du pétrole a commencé vers les années 1970, puis le gaz a pris un peu, non pas la relève, mais s'est ajouté à ça, et marqué aussi le ciment, parce que le ciment, vous savez, lorsqu'on fabrique du ciment, carbonate de calcium, on chauffe le carbonate de calcium, et il y a une émission de CO2 dont on ne peut pas empêcher. Voilà, en tout cas, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que actuellement, on est à un moment où ça ne fait qu'augmenter. La pente, si vous voulez, la pente en 2014, là, ou 2013, je ne sais pas, elle est très positive. Alors, on vous dira, je dirais par la suite qu'il faut baisser rapidement et fort nos émissions de CO2, oui, mais vous voyez qu'on est dans une situation où actuellement, ça augmente très fort. Ça veut dire que c'est comme si vous avez un gros bateau et que ce bateau, vous voulez le faire changer de cap, ben, il va dans une direction. La direction que vous voyez là, c'est l'augmentation des émissions. Et vous dites, bon, ben, il faut changer complètement, et ça va être difficile de changer de cap. Voilà une illustration de la situation actuelle, des émissions de CO2 encore. Donc vous avez le secteur industrie et transport, qui recouvrait, si vous voulez, l'ensemble des émissions vues précédemment, hein, sous l'angle pétrole, gaz, charbon, pétrole, gaz, ciment. C'est mis ici sous l'angle industrie et transport. Ça représente 90% des émissions. Et il y a les déforestations qui représentent 10%. C'est mis sous l'angle, sous le chapitre source de CO2. Donc ce sont les CO2 qui étaient émis par l'humanité. Mais ce CO2, évidemment, il va devenir quelque chose. Hein, il va devenir, il y a trois, qu'on appelle les puits de CO2. Donc il y a les sources et il y a les puits. Où va aller le CO2? Eh bien, la majorité va aller dans l'atmosphère, 46%. 28% va être prélevé par la végétation pour engendrer un accroissement des forêts. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous savez, sinon on peut en discuter, quand un arbre augmente de volume, il effectue ce qu'on appelle la photosynthèse, et la photosynthèse, c'est une prise de CO2 dans l'atmosphère, et le carbone ainsi prélevé est utilisé pour fabriquer le bois. Donc vous avez là une prise de CO2. C'est ce qu'on appelle un puits de CO2 important, qui représente 28% des émissions actuelles. Et le troisième puits, c'est l'océan. Le CO2 est soluble dans l'eau de manière générale, et dans l'eau de mer en particulier, et ça représente 26%. Ça, en gros, c'est un poste auquel on ne peut rien. Hein, on ne peut rien parce que le CO2 se dissout dans l'océan. Franchement, on sait que ça va continuer, etc. Ça pose des problèmes, mais on n'y peut rien. Par contre, évidemment, on voit que le poste du milieu, on y peut quelque chose. On y peut quelque chose parce que si on fait des plantations à une échelle suffisamment importante, on sait qu'au bout d'un certain temps, les arbres qui poussent vont pomper du CO2, vont pomper du carbone. En tout cas, il faut éviter que ça chute, ça. Et actuellement, le problème, c'est que le réchauffement de la planète fait que les arbres souffrent. Hein, un peu partout, les arbres souffrent. Vous avez peut-être entendu parler de ça, parce qu'il y a eu des périodes de chaleur en France il y a quelques décennies. Les arbres ont souffert. Pas forcément tout de suite. Si les arbres souffrent, le puits de CO2 pour la végétation va diminuer. C'est le temps de CO2 qui va partir dans l'atmosphère ou dans les océans. Alors, deux remarques que je détaille un petit peu à ce sujet-là. Premièrement,
Une évolution catastrophique est envisageable si on continue comme maintenant, mais elle peut quand même être évitée. Donc c'est quand même très important de savoir ça. Ça veut dire qu'un réchauffement catastrophique n'est pas inéluctable. On peut agir. Alors les possibilités d'action sont listées ici de façon très succincte, hein, je n'ai pas le temps de tout détailler. Première modalité d'action, c'est ce qu'on appelle la sobriété. J'y reviendrai après à propos des transports, par exemple. Si une bonne partie du CO2 provient de l'utilisation des voitures ou des camions, on peut se déplacer moins. C'est ce que j'entends par sobriété. Le terme sobriété peut être appliqué à des tas de facteurs, je dirais, en matière de nourriture, en matière de chauffage, etc. Deuxièmement, une utilisation plus efficace de l'énergie. Ça peut être extrêmement important. Vous savez que, par exemple, si on continue dans les transports, la voiture de base d'il y a 20 ans consommait 10 litres au 100, si vous voulez. Or maintenant, les recherches portent vers des voitures consommant 2 litres au 100. Donc là, on a un gain d'efficacité considérable. Idem pour le chauffage des logements. On peut remplacer ce qu'on appelle les passoires thermiques, si vous voulez, par des logements bien isolés, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité, qui est un outil important également pour diminuer nos émissions de CO2. Troisièmement, le remplacement des énergies fossiles par d'autres énergies qui ne vont pas entraîner d'émissions de CO2. Et là, ce qu'on appelle les énergies bas carbone, qui sont énergies renouvelables et nucléaires. Enfin, l'augmentation de la capture du carbone. Je vous ai dit que les forêts faisaient une capture du CO2, ce qu'on appelle une capture de carbone. À ma foi, cette capture de carbone peut être augmentée par des plantations, par des forêts bien gérées. On peut utiliser le bois d'œuvre. C'est un point extrêmement important. Je regarde si on a ici. Je n'en vois pas une tête cachée. En fait, si vous voulez, si vous faites pousser des forêts, vous avez des troncs, et le but d'une gestion rationnelle des forêts, c'est d'avoir des troncs permettant d'avoir du bois d'œuvre. C'est ça qui sera rentable pour les forêts. Le bois d'œuvre, c'est ce qui permettra de faire de la charpente, de faire des meubles, etc. Et ça, le bois qui va être mis, par exemple, dans les charpentes, c'est du bois qui va rester pendant, mettons, 50 ans, 100 ans, voire plus. Et c'est autant de carbone qui est stocké. Donc là, on a une capture de carbone supplémentaire. Et enfin, j'ai mentionné le stockage souterrain du CO2. Vous allez peut-être entendre parler. Il est possible que le CO2 émis par de grosses installations soit injecté en sous-sol dans des nappes, par exemple pour remplacer du gaz. Là où il y avait du gaz, on a extrait le gaz parce qu'on l'a exploité, on peut injecter du CO2, et le CO2, idéalement, pourra rester là un temps très long. C'est un procédé qui est à l'étude, je dirais, qui n'est pas encore parfaitement validé, mais qui a des chances de marcher. Alors en fait, je montrerai plus tard que pour qu'on ait des effets souhaités, il faut agir fortement, rapidement et durablement. Voilà, ça c'est important. Et bon, ça veut dire que c'est pas facile, mais enfin voilà, on ne peut pas, omettre une de ces trois caractéristiques. Bon, deuxième remarque que je fais ici, les phénomènes climatiques sont mondiaux et sont très lents. Qu'ils sont mondiaux, bon, c'est pas tout à fait évident, mais je crois que ça commence à être bien compris. Si on émet du CO2 à Bagneux, ce CO2, au bout d'un an, sera réparti sur toute la Terre. Il va rester dans l'atmosphère environ 100 ans. Et donc, le CO2 émis à Bagneux exercera une action n'importe où sur la planète. Et inversement, je dis Bagneux, mais le CO2 émis en Chine va aussi venir partout. Et donc, perturber, je dirais, ce CO2 va perturber le climat sur toute la planète. C'est extrêmement important de voir ça. J'y reviendrai après pour distinguer ce qu'on appelle les pollutions locales avec les pollutions globales. Ici, il s'agit d'une pollution globale et d'un phénomène global. Deuxièmement, ce sont des phénomènes très lents.
les phénomènes climatiques ne sont pas des phénomènes météorologiques qui jouent à l'échelle de la semaine, du mois, etc. Ici, on considère des évolutions sur des décennies, des phénomènes très lents. Par exemple, les océans, il est certain qu'ils vont continuer de monter pendant des siècles. Tel qu'on voit les choses actuellement, le CO2 restant dans l'atmosphère plus de 100 ans, les océans vont continuer de monter. Là, c'est certain. De combien vont-ils monter? On n'en sait rien, mais ils vont continuer de monter. Ce sont eux qui stockent la majeure partie de la chaleur. Si vous voulez, bon, je n'ai pas eu le temps de présenter, si vous voulez, tout ce que c'est que l'effet de serre, via la chaleur, tout ça, mais il s'agit d'une chaleur provenant du soleil, hein, et cette chaleur chauffe, si vous voulez, excusez-moi, l'ensemble du système Terre. Et en fait, où va se conserver cette chaleur principalement, c'est dans les océans. Parce que là, il y a une capacité calorifique extrêmement importante, une masse extrêmement importante. Actuellement, il est estimé que les océans stockent 93% de la chaleur accumulée, gagnée. Alors, heureusement, hein, parce que vous voyez que si ça n'allait pas dans les océans et que ça allait dans l'atmosphère, vous voyez que ce serait chaud. Les quantités ne sont pas données en CO2, mais ce qu'on appelle CO2 équivalent. Donc, je n'ai pas le temps de décrire ce qu'était l'ensemble des gaz à effet de serre, mais outre le CO2, il y a le méthane, il y a le protoxyde d'azote, il y a des chlorofluorures de carbone, enfin, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de composés, si vous voulez, qui sont relargués dans l'atmosphère. Chacun contribue en fonction de sa structure chimique et de sa quantité. Et en fait, pour simplifier, on ramène tout à une quantité équivalente de CO2. Donc ici, c'est pour ça, par exemple, que vous voyez en bas un point qui semble solvants et autres produits. Ben, les solvants, ça ne se voit pas, hein, c'est tout petit là. Les solvants et autres produits contribuent à l'effet de serre, bien que ce ne soit pas du tout du CO2, hein, mais ce sont des solvants chlorés surtout, qui vont contribuer. Voilà, alors tout ça donc, il s'agit donc pas seulement le CO2, c'est l'ensemble. Alors, remarquez ici que la majeure partie provient de l'énergie. 71,7%, plus 70%. Donc, pas loin des 3/4 provient de l'énergie. Puisque maintenant, j'ai parlé que de l'énergie, si vous voulez. Mais voilà, l'énergie, c'est quand même le point dominant. Et dans l'énergie, vous voyez que les transports sont le thème, et ce soit la source essentielle. Le résidentiel tertiaire n'est pas négligeable non plus. Alors, c'est une photo extraite d'un document officiel, et malgré tout,
voyez, ils sont trompés, c'est pas 11,7%, c'est 17,8%. Donc les deux postes les plus importants sont, premièrement, les transports, deuxièmement, résidentiel et tertiaire, c'est-à-dire le chauffage. Essentiellement, donc, le gaz naturel. Alors, vous avez d'autres postes que je ne vais pas détailler, l'industrie, etc. Alors, je veux simplement ici vous signaler un poste dont je n'ai pas parlé et dont je ne parlerai pas, c'est l'agriculture. L'agriculture hors énergie, parce que l'énergie pour l'agriculture, elle est ici. C'est agriculture hors énergie, c'est-à-dire surtout du méthane et du protoxyde d'azote qui sont émis, le méthane par les ruminants, le protoxyde d'azote par l'utilisation d'engrais azotés qui engendre finalement une émission d'un N2O, de formule chimique N2O, quelque chose qui va aller dans l'atmosphère et qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Bon, je ne vais pas en parler parce que le sujet est extrêmement vaste, donc je suis obligé de me limiter. Je me limiterai de manière générale à l'énergie, mais sachez qu'il y a quand même là un poste important. Les procédés industriels ne sont pas nuls non plus, c'est surtout le ciment, la production de ciment. Les déchets ici 2,6%. Les déchets, si je me rappelle bien, ce sera le stockage de déchets dans des décharges non contrôlées où du méthane est émis, et le méthane est un gaz à effet de serre puissant. Voilà. Alors, malgré tout, un petit mot de chimie quand même, pour vous dire que pourquoi est-ce que le charbon donne du CO2? C'est qu'en fait, quand vous utilisez, on utilise très peu de charbon, mais enfin bon, quand les Chinois, je dirais, ou les Indiens, ou les Turcs, ou beaucoup de gens en fait, ou les Américains, ou les Allemands, utilisent du charbon, ils le font brûler, ce qu'on appelle une combustion. C'est pour ça que cette classe de produits s'appelle des combustibles. Et en fait, on les fait brûler, et ça donne de la chaleur, et ça donne de façon inéluctable, on ne peut pas s'en passer, du CO2. La chaleur, c'est ce qu'on recherche. Tous les combustibles fossiles, on les utilise pour la chaleur qui se dégage lors de leur combustion. Il y a un point particulier avec la pétrochimie, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Le pétrole, la formule chimique est un peu plus compliquée, mais fondamentalement c'est la même chose. Il y a aussi du CO2 qui se dégage, il y a de la chaleur qui est produite, et l'astuce ou l'ingéniosité des humains, c'est de tirer parti de cette chaleur pour différents usages, pour faire marcher les moteurs, pour se chauffer, tout ce qu'on veut. Voilà, donc nous sommes des émetteurs de gaz à effet de serre, chacun d'entre nous, en fonction de ce tableau, plus ou moins, si vous voulez. Ce n'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour prendre conscience que, voilà, industrie de l'énergie, excusez-moi, c'est tellement compliqué, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je pense que c'est le raffinage du pétrole. Je crois que c'est le raffinage du pétrole qui est très consommateur d'énergie. En tout cas, en tant qu'utilisateur d'essence, en tant que gazole, en tant qu'utilisateur de n'importe quel produit manufacturé, en tant que personne habitant quelque part ayant besoin de se chauffer, etc., etc., nous sommes des émetteurs, directement ou indirectement, des émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, le CO2 ou les ondes de gaz à effet de serre donc, vont rester 100 ans ou plus dans l'atmosphère. Émis quelque part, ils vont se répartir à la surface du globe. Je fais une répétition de ce que j'ai dit. En France, actuellement, on émet en moyenne 7,4 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an. Donc là, c'est incluant CO2, méthane, N2O, etc. Voilà. Quand on regarde le monde entier, on n'est pas loin, on est à 7,1. Mais le monde entier cache des contrastes considérables qui sont représentés ici de façon simplifiée, si vous voulez. Je vous dis que les États-Unis, c'est 21, donc ça ne représente pas plus que nous. L'Inde, c'est 2, donc c'est 10 fois moins que les Américains. Mais Américains et Indiens ne sont pas aux extrêmes. Dans les extrêmes,
je ne sais plus, mais enfin on va dire le Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis, on va dire peut-être l'Australie, le Canada, d'un côté, de l'autre côté, l'Éthiopie, le Bangladesh. Donc il y a ici un facteur 10, il y aura au total un facteur 30 ou 40 d'inégalité dans les émissions de gaz à effet de serre par habitant à l'échelle de la planète. Alors, deuxième point, concerné, nous souffrirons du changement climatique. Nous souffrirons. En France et sur toute la planète. Bon, voilà, ça veut dire qu'en fait, les effets du changement climatique vont se faire sentir partout. Alors, j'en ai listé quelques-uns. Je passe rapidement, hein, les jours de canicule. Alors, le second mérite peut-être le stress thermique pour les plantes. Les plantes résistent plus ou moins bien à la chaleur. Beaucoup de plantes souffrent lorsque la chaleur est excessive, ce qu'on appelle le stress thermique. Ça engendre, si vous voulez, une production alimentaire ou forestière réduite. Alors, simplement, vous allez pouvoir me dire que dans les régions froides, comme le Canada ou la Sibérie ou même la Scandinavie, ben là, il va faire plus chaud. Et donc, les plantes vont mieux pousser. Et c'est un fait, ça. Et en fait, le bilan qui a été fait actuellement, c'est que le bilan est équilibré. Dans certaines régions souffrent du stress thermique, les plantes produisent moins, voire beaucoup moins, mais dans d'autres, les plantes produisent plus. Et quand vous faites actuellement le bilan global planétaire, le bilan est équilibré. Mais d'après les prévisions qui ont été faites, le bilan deviendra négatif à plus de degrés. Alors bon, que le bilan soit équilibré pose quand même des problèmes, si vous voulez. Parce qu'on ne voit pas bien, si vous voulez, comment les gens vont rapidement partir du Bangladesh vers la Sibérie, ou même comment les flux alimentaires vont pouvoir se déplacer dans un endroit ou un autre, sachant que pour acheter des aliments, il faut quand même pouvoir avoir de l'argent. Si vous voulez. Bon, ce que je veux dire, c'est que le fait que ce soit équilibré actuel ne veut pas dire que ce soit sans problème. Perturbation de rythme de la végétation, donc je le mentionne ici, ça a des tas d'influences, mais j'ai mis pour les vins, parce que vous savez qu'il y a un changement assez important dans la précocité des vins, dans le fait que certains cépages sont plus ou moins adaptés, etc. Dans le fait que la Grande-Bretagne va pouvoir nous concurrencer en matière de production viticole, etc. Une évaporation plus forte, plus de pluie en moyenne. Ça va peut-être à l'encontre de ce que vous pensez. Hein? En général, on va penser que changement climatique, réchauffement, on va souffrir de la sécheresse. En fait, il va se passer qu'il y aura plus de pluie. Pourquoi il y aura plus de pluie? Parce qu'il y aura plus d'évaporation. L'essentiel de la surface du globe est occupé par des océans qui vont se réchauffer. Ça va engendrer une évaporation plus forte. Donc, je ne sais pas quelle est l'augmentation prévue, si vous voulez, mais enfin bon, ce sera, mettons, 10%, 30%. Donc, en gros, l'évaporation sera plus forte. Donc, il y aura plus de pluie, parce que l'eau qui a été évaporée, elle finit toujours sous forme de pluie. Simplement, le problème qui est posé, c'est le problème de la répartition de ces pluies. C'est-à-dire qu'il y aura des zones où il y aura un déficit accentué. Il se trouve que, malheureusement, des zones actuellement sèches, en particulier le pourtour méditerranéen, verra la pluviométrie utile diminuer. Par contre, je pense que j'y reviendrai après. Mais il y a l'érosion des côtes, il y a la salinisation des terres, et il y a l'inondation de terres cultivées. J'y reviendrai. Conséquence de la fonte des glaciers, ça, je ne sais pas si j'y reviendrai, mais c'est extrêmement important.
que les glaciers, que le Groenland fondent en partie, après tout, voilà, ça pose des problèmes. Mais il y a d'autres glaciers dont l'eau de fonte habituelle sert à l'irrigation. Vous avez ça en Amérique du Sud, vous avez ça aux États-Unis, avec l'eau des Rocheuses qui est utilisée pour aller, dans la vallée centrale, la grande vallée de Californie. Vous avez également tout le bassin de l'Himalaya, où les eaux vont irriguer des surfaces considérables de terre pour l'alimentation de, je dirais, milliards d'habitants. Bon, il ne faut pas quand même trop paniquer. L'Himalaya ne va pas manquer d'eau tout de suite, de glaciers tout de suite, si vous voulez. Mais il peut y avoir par endroits des glaciers qui s'assèchent, qui disparaissent, et donc une disparition des sources d'eau. En Amérique, ça va se passer. En Amérique, aux États-Unis, je veux dire, en Amérique latine, c'est déjà passé, des endroits où il y avait des cultures irriguées grâce à l'écoulement des eaux dont on a besoin l'été. Donc les glaciers fondent, il y a de l'eau qui coule, cette eau est utilisée pour l'irrigation. S'il n'y a plus ça, bon, voilà, il y a un sérieux problème pour l'irrigation des terres, pour les cultures. Bon, écoutez, fréquence et intensité, alors ça, on en parle beaucoup. Voilà, mais enfin, bon, c'est quelque chose qui va se développer de façon certaine, d'après les prévisions des climatologistes. Alors, je reviens sur la question de banquise. En fait, la fonte des glaciers, c'est grave, effectivement. En particulier, on ne pourra plus faire de ce qu'il était dans le temps. D'accord avec ça, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas été rajouter des problèmes. Bon, en fait, il y a d'autres. Voilà, en fait, il y a excusez-moi, je l'ai déjà en partie dit avant, mais je ne sais plus exactement où j'en suis. La fonte des glaciers a 3 conséquences importantes. Et la première, c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Alors, voyez la banquise aux alentours du pôle Nord, si vous voulez. Vous voyez toutes les glaces couvertes de neige dans ces régions. Qu'est-ce qui se passe? Ces glaces vont réfléchir la lumière solaire. Donc, c'est autant de lumière qui ne sera pas utilisée pour chauffer la planète, mais qui sera renvoyée vers l'espace. Si les glaces fondent et la neige fond, qu'est-ce qui va se passer? Cette lumière solaire ne sera plus renvoyée par l'espace, elle va être absorbée par l'eau qui était dessous, si vous voulez. Et donc, ça va engendrer un réchauffement accentué. C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive, c'est-à-dire quelque chose qui est un effet et dont les conséquences sont un effet supplémentaire. Un exemple simple, c'est quand il fait chaud l'été. Il fait chaud l'été et vous êtes aux États-Unis, vous mettez en route la clim. Vous mettez en route la clim, c'est vrai, ça va vous rafraîchir votre appartement, mais à la mesure où une bonne partie de l'électricité est produite à partir de charbon ou de gaz, ça va engendrer du CO2 qui va aller dans l'atmosphère. C'est une rétroaction positive. Donc vous avez un effet, et puis en fait la conséquence c'est que vous allez avoir une accentuation du réchauffement climatique. Deuxièmement, le manque d'eau d'été pour l'irrigation, j'en ai déjà parlé. Troisièmement, l'augmentation du niveau des océans, j'en ai déjà parlé un petit peu aussi. Actuellement, on est sur un rythme d'environ 1 mètre par siècle. La montée des océans sera peut-être d'environ 1 mètre à la fin de ce siècle, mais ça va continuer. Ça va continuer pendant, on ne sait pas si vous voulez, hein, mais il est certain que ça continuera pendant plusieurs siècles. Et évidemment, si le réchauffement n'est pas maîtrisé et si on en arrive à une fonte significative, je dirais, des glaciers du Groenland, là, on pourra avoir des conséquences tout à fait dramatiques. Alors, nous sommes concernés, et maintenant, nous sommes concernés parce que nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. L'objectif, donc, vous m'excuserez, je ne parle pas du problème de l'agriculture, mais bon, ce serait trop compliqué de parler de tout. Je me limite
à l'énergie. Donc, comment agir en utilisant beaucoup moins de combustibles fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz. Lorsqu'on regarde le besoin, c'est-à-dire pour limiter le réchauffement à 2 degrés, 2 degrés considérés par des gens, des climatologues, des politiciens, comme quelque chose qui est raisonnable, trop élevé, mais atteignable, si vous voulez. Bon, ça se discute. Pour ça, il faudrait qu'au niveau mondial, on réduise d'un facteur 2 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'on fait actuellement. Pour la France, il faudrait un facteur 4. Et le gouvernement s'y est engagé il y a déjà quelques années. On voit bien, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pour les États-Unis, ce sera un facteur 10. Alors, cette utilisation réduite de gaz à effet de serre, de combustibles fossiles, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc, c'est décarboné. Alors là, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, les outils, améliorer l'efficacité énergétique, c'est-à-dire mieux utiliser l'énergie, une attitude de sobriété, augmenter la part d'électricité décarbonée, l'électricité, énergie nucléaire et renouvelable, utiliser l'énergie renouvelable thermique dans la mesure où elles peuvent d'ores et déjà remplacer le gaz, le pétrole et, dans certains pays, le charbon, si vous voulez. Et là, on aura la biomasse, le bois, qui est une énergie renouvelable importante, si vous voulez, à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale, la géothermie, le chauffage solaire, les pompes à chaleur. Donc il y a là des outils qui pourraient permettre, je dirais, si elles étaient développées suffisamment, de diminuer rapidement nos usages de combustibles fossiles. Malgré tout, il ne faut pas se masquer, si vous voulez, l'ampleur de la tâche. La vente des fossiles, c'est environ 3 milliards de dollars par an. Vous voyez que c'est quelque chose d'important, extrêmement important. Et arriver à faire changer, si vous voulez, la direction de ce grand bateau de la planétaire, c'est pas évident. Alors, donc il y a un objectif global, puisque les problèmes de climat sont planétaires, mais il y aura largement des actions locales. Parmi ces actions, l'une de celles qui sont mises en avant comme étant peut-être les plus efficaces, c'est une taxe carbone ou l'équivalent. C'est-à-dire que chaque utilisation d'énergie paye ce qu'on appelle ses externalités. Externalité, ça veut dire que lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on achète quelque chose, on paye un produit. Mais souvent, on ne paye pas des coûts qui ne sont pas pris en charge. Par exemple, quand vous roulez sur la route, vous engendrez des risques d'accidents, vous engendrez des bruits, vous engendrez une pollution par le soleil, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les externalités, parce que vous allez payer votre essence, vous allez payer votre voiture, mais il y a des tas de choses qui ne seront pas payées. C'est pareil en matière d'énergie. Les émissions de CO2 qui ont des actions, qui ont des effets considérables au niveau planétaire, ces effets ne sont pas pris en compte dans le prix. Payer les externalités et une taxe carbone reviendrait à faire payer par tous les utilisateurs de combustibles fossiles une part, si possible la totalité, des externalités, c'est-à-dire de l'incidence de ces combustibles sur l'ensemble de la planète. Bon, c'est pas évident, hein, vous en entendrez parler beaucoup dans les semaines qui viennent, parce que ça fait partie de la taxe carbone, c'est différentes versions, c'est l'outil dont on parlera le plus, mais c'est un outil qui va être l'objet de débats très importants. Alors, je voudrais insister sur un aspect ici, c'est que agir, donc j'en suis concerné, nous pouvons agir. Agir, ça implique des actions collectives et des actions individuelles. Alors, n'oublions pas les deux, si vous voulez. Ce que je veux dire, on voit beaucoup de gens qui disent, oui, l'important, c'est que ce que chacun fait, effectivement, ne pas manger de viande, ne moins se chauffer, voilà, des choses comme ça. Alors, voilà, ça c'est l'action individuelle.
Alors, d'autres disent, bah non, de toute façon, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les actions collectives. Ça va être ce qui sera fait pour empêcher l'installation de centrales électriques au charbon, etc. Je pense personnellement, enfin, qu'il faut que les deux soient utilisés ensemble. Si on prend l'exemple des transports, les actions individuelles, ça sera le marché, faire du vélo, prendre les transports collectifs. Ça, c'est... Le transport collectif, c'est à moitié individuel, mais c'est quand même seulement à moitié. Mais malgré tout, c'est un choix individuel. Malgré tout, ce geste individuel ne pourra se faire durablement que s'il y a des actions collectives. Le transport collectif, c'est évident. Hein, vous dites, oui, je suis favorable au transport collectif, et je le prends. Oui, mais il faut quand même que la collectivité, la région, par exemple, ou d'autres, ma foi, ait investi de l'argent considérablement pour que ces transports collectifs existent, soient de qualité, etc. Même pour le vélo, c'est pareil. Hein, il faut que les vélos puissent se déplacer de façon correcte, je dirais, en sécurité à l'échelle de la ville. Et même pour les piétons, il faut qu'il y ait des trottoirs, il faut qu'il y ait des itinéraires, etc. Donc, je pense qu'il est important de ne pas dissocier les deux, de voir que ça va ensemble. Et d'ailleurs, j'ajoute, c'est en agissant personnellement que l'on perçoit les problèmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais pris les transports en commun ne verra pas les problèmes posés par les transports en commun. Par contre, si vous les prenez, ben vous allez voir qu'il manque de transport entre tel et tel point, la qualité n'est pas bonne, etc. Donc vous verrez la complémentarité entre le geste personnel et l'action collective. Alors ça, il y a des exemples dans tous les domaines, je dis dans le transport, l'isolation thermique, traitement des déchets, etc. Et ça, les actions collectives, je dirais, ont deux niveaux. Le niveau local, relativement local, et le niveau international. Le niveau des collectivités locales est important. Elles ont à jouer un rôle en la matière.